Salut Internet! On est la First Team et chaque semaine sur notre chaîne YouTube, on vous parle de sport, de NBA. Et on parle de foot. Le lundi et le vendredi, un talk show. Le jeudi, un late show. Avec notre pote Wax. On espère vous retrouver nombreux sur la chaîne YouTube First Team et tout de suite, on vous laisse avec Doc7. Merci les mecs, je reparle de vous à la fin de la vidéo. Depuis les tout débuts de la chaîne, j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur le sport. Et c'était pas forcément juste. Je veux dire, moi j'adore les moments d'émotion que ça procure, ou encore les récits de vie qui imposent le respect. Alors forcément, tu t'imagines bien qu'il y en a des tas, et pour faire cette vidéo, c'est simple. J'en ai pris 7 qui me plaisent. Mais qu'on soit clair, c'est pas un top. Il y a plein de moments hyper cultes dont je parlerai pas. Ok, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir y aller. À vos marques, prêts, partez. Ok, oui, on commence par du foot, c'est cliché, tout le monde en parle, je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas ce sport, mais hey, pas d'inquiétude, on va parler de plein de sports différents dans cette vidéo. Alors, imagine-toi, on est en 1950, en pleine finale de Coupe du Monde entre le Brésil et l'Uruguay. Je t'épargne les détails parce que les règles ont bien évolué depuis, et à l'époque, la Coupe du Monde, c'est comme un système de poules, un peu comme la Coupe des Nations au rugby. Enfin bon, ce qu'il faut retenir, c'est que l'équipe qui gagnait ce match serait titrée championne du monde, mais que grâce à ce système chelou de points, bah s'il y avait match nul, c'était le Brésil qui était désigné vainqueur. Autre truc un petit peu important à savoir, la Coupe du Monde se jouait au Brésil et le match au Maracanã à Rio de Janeiro. Et déjà à l'époque, le foot c'était une véritable religion là-bas. Donc je te laisse imaginer l'ambiance et toute la pression qui pèse sur les épaules des joueurs brésiliens le jour J. D'autant plus que l'Uruguay c'est le pays voisin, un grand rival historique des Brésiliens, et clairement, il n'y a pas le droit à la défaite. Bon, et ben, tu t'en doutes, hein, si ce match est resté dans l'histoire comme le choc de Maracanã, c'est parce que défaite il y a eu. Score final 2-1 pour l'Uruguay alors que le Brésil menait 1-0. Ce fut un tel drame que dès le coup de sifflet final, bim, vague de suicide dans le pays et même dans le stade où au moins un supporter se serait jeté du haut des gradins. Pour continuer dans le macabre, bam, vague de crise cardiaque à cause du choc et de la déception causée par la déroute. Après cet événement, plus rien ne sera jamais comme avant pour le football brésilien. D'ailleurs, la Seleção jouait en maillot blanc à l'époque et ben on les a plus jamais revus en blanc après ça. Depuis, ils évoluent en jaune et vert, les couleurs du drapeau national. Enfin bon, entre nous, hein, ça leur a pas empêché 64 ans plus tard de se prendre une bonne branlée en demi-finale de la Coupe du Monde 2014 contre l'Allemagne, hein, encore une fois à domicile. Mais moi je dis ça, je dis rien, on enchaîne. Bon, le premier fait, c'était un moment très connu du sport le plus populaire au monde. Alors, pour changer, on va parler d'un sport beaucoup moins connu, le ski de fond. Laisse-moi d'abord te présenter Philippe Boyd ou Philippe Bois, et non, il a pas soif, hein, Bois c'est son nom de famille. En plus, je crois vraiment que ça se prononce Boyd. Enfin bref, en 98, le Philippe, c'est le tout premier Kenyan de l'histoire à participer aux Jeux Olympiques d'hiver, qui se déroulent au Japon cette année-là, dans la ville de Nagano. Philippe Boyd, il vient d'une ville où il a pas neigé depuis plus de 100 ans. Mais c'est pas ça qui va l'arrêter, hein. Lui, il s'en fout, il se démerde pour être skieur de fond olympique. Bon bah, rien que ça, un premier représentant kenyan au JO d'hiver, c'est, on se le dit, un petit événement en soi. Mais pour que le moment devienne culte, t'es d'accord qu'il faut une petite histoire émouvante qui va bien. Et cette histoire, c'est le Norvégien Björn Daeli qui va l'écrire avec Boyd. Le jour du 10 km ski de fond, c'est Björn qui arrive premier et remporte la médaille d'or. Et au lieu de fêter sa victoire avec ses proches, Björn il va rester derrière la ligne d'arrivée pour attendre le Kenyan, le féliciter et partager ce moment de bonheur avec lui. Bien sûr, Philippe est arrivé plus de 20 minutes après, hein, bon dernier, mais avec ce geste, Björn montrait au monde entier que ce qu'a fait Boyd, bah c'était tout aussi impressionnant que de gagner la médaille d'or. L'histoire a beaucoup fait parler d'elle à l'époque, et l'acte du Norvégien a tellement marqué Philippe qu'ils sont devenus des amis très proches après les Jeux. Et quelques années après, Philippe décidait de nommer son premier fils Deli, tout comme son ami. Bon, heureusement son nom de famille c'était Boyd, hein, et pas Motion, hein, t'as compris? Deli, Motion, bah, ouais ok, on enchaîne, hein. Le sport de haut niveau, à la base, c'est surtout pour repousser les limites du corps humain. Mais parfois, le sport va bien plus loin que ça. Il entre dans une nouvelle dimension, une dimension politique. Par exemple, je peux te parler des 4 médailles d'or de l'athlète noir Jesse Owens aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Ce qu'avait bien fait chier l'autre moustachu là. Bah ouais, son idée à lui, c'était d'utiliser les jeux dans un but idéologique, pour démontrer la supposée suprématie de la soi-disant race aryenne. Bon bah, Jesse pour le coup, il lui a bien niqué son plan, avec pas moins de 4 titres olympiques remportés.
portée. Un autre moment iconique de l'histoire du sport pour le message politique qui lui est associé, c'est le poing levé et brandi par Tommy Smith et John Carlos pendant leur cérémonie des médailles au JO d'été 1968 à Mexico City. Les deux athlètes ont en effet levé un poing ganté de noir pendant toute la durée de l'hymne américain qui retentissait dans le stade olympique. L'événement est toujours considéré aujourd'hui comme l'un des messages les plus puissants et mémorables de l'histoire des Jeux Olympiques, qui s'inscrit directement dans l'histoire de la lutte pour les droits de l'homme. Et si je l'ai choisi, malgré que beaucoup connaissent l'histoire, hein, c'est pour vous mentionner aussi Peter Norman, le troisième mec sur le podium là, c'est lui là, l'Australien médaillé d'argent. Parce que ce mec, il a soutenu Tommy et John, c'est même lui qui a eu l'idée que les deux partagent la paire de gants, après que John Carlos ait oublié les siens en vestiaire. Et ben autant te dire qu'il a pris super cher pour son retour en Australie, qui était un pays encore clairement raciste à l'époque. Hein. Là-bas, bah, on lui a tout simplement reproché d'avoir soutenu ce geste et il a terminé sa vie en paria. Voilà, on se souvient souvent que Tommy et John, bah, ils ont été radiés définitivement de toute compétition sportive. Mais dans cette affaire, il y a un troisième gagnant, Peter Norman. Il a complètement été oublié de l'histoire, donc voilà, j'en parle vite fait, mais intéressez-vous à sa vie. Peter, c'était un gars bien. Là, on va parler d'histoire récente, puisqu'on va à Pékin en 2008. Encore une fois pour les Jeux Olympiques. Ouais, je sais, mais bon, en même temps, c'est normal, hein, les Jeux Olympiques, c'est un peu le rendez-vous sportif ultime. Et il y a toujours beaucoup de moments marquants qui s'y passent. Et ben, en 2008, ça a pas raté, avec tout plein d'images qui vont rester dans les annales du sport sans problème. J'aurais pu te parler des 3 médailles d'or d'Usain Bolt et de son record du monde hallucinant. Lui qui a terminé le 100 mètres en 9 secondes 58. Un record qui a toujours pas été battu d'ailleurs, hein, et ça devrait pas être le cas avant un bon moment. Et ben, malgré cette performance incroyable de Bolt, il y a un mec qui lui a volé la vedette pendant la quinzaine à Pékin, qui a fait encore plus impressionnant, encore plus incroyable. Et ce mec, c'est le nageur Michael Phelps. À l'occasion des JO de Pékin, Phelps, il est tout simplement rentré dans l'histoire du sport pour ne plus jamais en sortir, en devenant le premier athlète à gagner 8 médailles d'or en une seule Olympiade. Il battait ainsi le record de Mark Spitz, qui est un autre nageur américain, qui avait triomphé à 7 reprises aux Jeux Olympiques de Munich en 72. Non mais faut vous imaginer, hein, c'est tellement fou que tout le monde, hein, expert ou simple amateur, pensait que le record de Mark Spitz ne serait jamais battu tout simplement. En plus, c'est lors de la 7ème finale, celle qui permettait à Phelps d'égaliser le record de Spitz, qui a eu le plus de suspense. Non mais rends-toi compte, Michael il a devancé la médaille d'argent, le Serbe Milorad Čavić, d'un seul petit centième de seconde. Comme quoi la leçon à retenir, c'est que entrer dans l'histoire ou pas, quelquefois ça tient pas à grand chose. On est d'accord, le sport, c'est bien, ça fait vibrer. Et parfois, ça permet même à un père de montrer tout l'amour qu'il porte à son fils. C'est le cas de Dick Hoyt, dont le fils, Rick, est né handicapé en 1962. À l'époque, les spécialistes lui annoncent que son fils sera toute sa vie paralysé de la tête aux pieds, il peut même pas parler. Mais à ses 13 ans, grâce à l'aide d'un ordinateur, Rick put enfin échanger avec son père. Et l'une des premières choses qu'il lui confie, c'est son admiration pour le sport et la course, chose qui lui est interdite par nature. Mais un jour, en 1977, Rick demande à son père de l'aider pour participer à une course caritative dans son école. Et par dévouement total pour son fils, Dick, alors âgé de 36 ans, s'est mis à s'entraîner comme un fou pour permettre à son gosse de vivre toutes les expériences qu'il croyait réservées aux autres. Son idée est simple, courir avec son fils en le poussant sur son fauteuil roulant. Ah mais attends, déjà moi tout seul, je pourrais jamais terminer un marathon, alors j'ose même pas imaginer en poussant quelqu'un en fauteuil pendant les 42 km, j'en ferais même pas un seul de kilomètre je pense. Et ben dis-toi, Dick lui, depuis 1977 et la création de la Team Hoyt, il a couru 68 marathons, toujours en poussant son fils hein, bien sûr. Mieux encore, la Team Hoyt a terminé 6 triathlons de type Ironman, c'est cette course de malade mental qui commence par 3,8 km de natation, puis 180 km de vélo, avant de terminer sur 42 km de course. Imagine-toi le truc hein, genre pour les 4 km de nage, Dick il doit carrément tirer son fils sur son fauteuil qui flotte derrière sur une bouée. Pour son fils, il est allé jusqu'au bout de lui-même ce mec, et c'est vraiment beau comme histoire. Surtout qu'à la base, c'était pas du tout un compétiteur, hein. Mais quand un jour son fils lui a confié « Papa, quand on court, j'ai l'impression de pas être handicapé », ben tu m'étonnes qu'il ait trouvé toute sa motivation pour accomplir tous ces incroyables exploits. Et comme toute chose a une fin, c'est en avril 2014 que la Team Hoyt a disputé son dernier marathon à Boston. Dick avait alors plus de 73 ans. Du coup, pour la beauté de cette histoire et le courage de ces deux coureurs, je trouve personnellement que l'intégration de la Team Hoyt dans le Hall of Fame des Ironman en 2008 est un des moments les plus cultes de l'histoire du sport d'endurance.
Le match à 100 points de Wilt Chamberlain, c'est l'un des plus légendaires de l'histoire de la NBA. Pour te donner une idée, il a même sa propre page Wikipédia en anglais, français, russe, catalan, letton et même hébreu. Alors, c'est du sérieux. Bon, le seul problème, c'est que ça a pas été filmé, du coup il y a pas mal de sceptiques qui soupçonnent une triche. Enfin bref, ce match, il a eu lieu le 2 mars 1962. Il opposait les Warriors de Philadelphie aux Knicks de New York. Bon bah déjà, c'est clairement le match le plus prolifique de l'histoire, avec un score final de 169 à 147 pour les Warriors. Ça fait un total de points cumulés qui s'élève à 316, hein. Même si tu connais pas, moi je te le dis, c'est un record absolu qui a toujours pas été ne serait-ce qu'effleuré depuis 55 ans. Mais ce que les fans de basket ont surtout retenu de ce match, c'est la performance absolument incroyable de Wilt Chamberlain, le pivot des Warriors, qui du haut de son 2,16 m a dominé la partie de bout en bout. Avec pile poil 100 points de marqués, soit quand même 60% des points de son équipe, Wilt a atomisé, il a complètement annihilé le précédent record des points marqués par un même joueur dans une rencontre, qui lui appartenait déjà, hein, et qui s'élevait à 78. Pour info, le record tient toujours, et si t'as un minimum d'esprit de déduction, t'auras compris que Chamberlain est donc le seul joueur de l'histoire à avoir atteint la barre fatidique des 100 points en un match. Surtout que, il me semble, à l'époque, il n'y avait pas encore cette histoire de panier à 3 points, hein. C'était que des paniers à 2 points, donc c'est quand même un petit peu plus compliqué que maintenant. Et le plus classe, c'est qu'il l'a atteint au dernier moment, marquant son dernier panier de la partie seulement quelques secondes avant le coup de sifflet final. Enfin bref, t'as compris pourquoi dans l'histoire du basket, il n'y a pas beaucoup de moments aussi cultes que ce match de 1962. Et avec cette phrase, je sens que je vais me prendre un maximum de haters chez les fans de NBA. Et encore une fois, on va terminer sur une histoire olympique, mais là, on est dans l'insolite. Il s'agit tout simplement de la médaille d'or la plus improbable de l'histoire. C'est Steven Bradbury qui l'a gagné. Premier Australien en or au JO d'hiver. Ouais, les Australiens, le bobsleigh, c'est pas trop leur spécialité, hein. Ils sont plutôt surf là-bas. Enfin bref, Steven, son sport à lui, c'est le patinage de vitesse sur piste courte. Aux Jeux Olympiques, ça commence par un duel, dont le vainqueur va en quart de finale. Le quart de finale, c'est une course entre 4 patineurs, dont les 2 premiers qualifiés pour les demi, et ainsi de suite jusqu'à la finale. Bon bah, Steven, il commence bien sa journée, il arrive en quart de finale. À ce moment-là du truc, faut bien comprendre que c'est déjà énorme pour lui, hein. Il est très content d'y être. Autant te dire que l'or, il y pense, mais alors pas du tout. T'as bien une bonne dizaine de patineurs plus rapides que lui dans la compète encore. Enfin bref, personne ne le voit gagner, même pas lui-même. D'ailleurs, il avait pas tort, hein, puisqu'en quart de finale, il finit 3ème de sa course et doit s'arrêter là. Sauf que le destin avait décidé de s'amuser ce jour-là, le 2ème est disqualifié une demi-heure plus tard pour une faute. Et bim, repêchage, voilà Bradbury en demi-finale. Déjà, premier petit miracle, hein, on se l'accorde, mais ça, ce n'est rien encore. En demi-finale, il se fait vite distancer par les 3 autres coureurs, c'est très clair que c'en est fini de sa compétition. Ouais, mais encore une fois, hein, le destin, il avait pas prévu ça. Au dernier virage, les 3 devant prennent des risques, se gênent et finissent par tous se viander, laissant forcément la voie libre à Bradbury pour terminer premier. Voilà que Steven est maintenant en finale. Bon, la suite, tu l'as deviné, hein, belote, rebelote. En finale, Bradbury est complètement distancé, une bonne dizaine de mètres derrière les 3 favoris. Et bim bam boum, crash collectif dans le dernier virage, encore une fois, et voilà notre Australien avec sa médaille d'or autour du cou. Tout ça parce qu'il était à chaque fois trop distancé par les autres pour pas être pris dans les carambolages. Non mais sérieux, le truc de dingue quoi, c'est totalement improbable comme histoire. Voilà, c'était 7 de mes moments cultes de l'histoire du sport. Je sais, t'es frustré, il y en a plein que j'ai pas évoqué, mais je m'interdis pas d'en faire un 2e épisode un jour, pourquoi pas. Donc surtout, hésite pas à me partager en commentaire les moments sportifs qui, toi, t'ont le plus marqué. Comme ça, j'en prendrai sûrement dans ma prochaine vidéo. Sinon, aujourd'hui, je voulais vous parler de First Team, une chaîne dédiée au sport. C'est bien foutu, hein, t'as vu, je te parle d'une chaîne dédiée au sport sur une vidéo de sport, et à vous c'est stylé. Bon, First Team, c'est une bande super sympa, super informée, qui poste chaque semaine des longues émissions de débat sur l'actualité du foot et de la NBA. Donc si t'es fan de foot ou de basket ou même de sport en général, hein, si t'aimes les débats, l'analyse sportive de qualité, et ben mon pote, cette chaîne, elle est pour toi, tu peux foncer sans hésiter. Quant à moi, je te laisse en tête à tête avec le pouce bleu et je veux que t'imagines que à ce moment-là, t'es Mohamed Ali, le pouce bleu c'est Joe Frazier, hein, en gros tu lui démontes la tronche, tu le mets KO, voilà. Et si c'est toujours pas fait, tu peux aussi t'abonner à la chaîne, hein, c'est cool de s'abonner. Allez, en attendant, moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.